J'espère que vous allez bien. Mon écran va se partager dans un instant. Voilà, voilà, c'est partagé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent pour le Forum de l'emploi hier. C'était vraiment magnifique de vous recevoir. Je ne m'attendais pas à un taux de présence aussi élevé. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Ça m'a fait plaisir de vous voir, même si nos cours se sont déroulés à distance. Mais le fait qu'on puisse se voir dans cet événement, on va dire, peut-être vous donnera de la motivation. Et ça m'a aussi donné une lueur d'espoir, en fait. Cela me prouve que vous suivez, que vous êtes motivé, que vous voulez y arriver, que vous ne laissez pas tomber. Donc, merci infiniment. Je tenais vraiment à dire ce petit mot avant le démarrage de mon dernier cours. Et oui, c'est mon dernier cours module management S2. Nous avons finalisé notre programme management S2 et le processus d'organisation sera le dernier pôle. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière séance. Vous m'avez demandé de finaliser avant le mois de Ramadan, donc c'est ce que j'ai essayé de faire pour vous laisser du temps pour pouvoir suivre et comprendre les autres matières aussi, mais en même temps de revenir petit à petit vers ma matière, la résumer, la synthétiser et vous permettre aussi de me poser des questions. Je reste à votre disposition. J'ai eu des demandes par rapport à la correction des examens de rattrapage, je vais essayer. D'accord, voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaïa Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Donc, on y va. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos et on y va. Donc, le processus d'organisation. Juste, je tiens à vous informer que ce point sur lequel nous concentrons notre attention aujourd'hui, on peut le considérer comme la chute finale ou l'aspect final sur lequel il faudrait vraiment faire attention parce qu'il s'agit aujourd'hui comme une sorte de résumé, de synthèse de l'ensemble de ce que nous avions vu auparavant pour permettre à chacun de vous, à chaque manager d'entre vous futurs, d'être dans l'opérationnalisation des tâches, d'être dans la performance humaine et la performance financière. Alors, puisque tu es manager de demain, chef de service, chef de projet, chef de département, chef de mission ou autre poste que tu occuperas, certainement tu feras du management et certainement tu feras des choix. Nous avions déjà vu la séance précédente, vous vous rappelez avec moi, les différents types de décisions et de prise de décision. Nous l'avions vu la séance précédente. Prière de revenir sur ma chaîne YouTube. Il y a l'ensemble de mon cours. En tout cas, pour chacun de vous, dans le cadre de vos missions futures, vous ferez des choix stratégiques au niveau de l'organisation. Cela va porter sur deux niveaux. La place accordée déjà à la structure globale, donc ton organisation, ton entreprise, quelle place a-t-elle? Il faut quand même la situer pour pouvoir mieux répondre à ses besoins et mieux répondre aux besoins de ses consommateurs, ainsi que faire attention aux contre-attaques et par rapport aux concurrents. Elle sera beaucoup plus dans une démarche stratégique, on va dire. Et donc, même le choix de la stratégie sera réfléchi, il ne sera pas aléatoire. Nous nous concentrerons sur une stratégie de focalisation ou une stratégie d'attaque ou de peut-être d'alliance ou d'internationalisation ou d'autres. En tout cas, nous allons réfléchir et situer la place qu'occupe notre entreprise par rapport à l'environnement dans lequel elle évolue et l'aménagement interne de chaque direction, donc les services, les bureaux, les équipes. Là, je pense directement, je ne vous cache pas, à cette ambiance de travail que chacun de nous recherche. Lorsque vous êtes manager, n'oubliez pas que tout est dans les petits détails. Lorsqu'un salarié rentre chez vous, il est recruté, n'oubliez pas que si vous voulez qu'il soit motivé, donnez-lui le cadre dans lequel il va évoluer 8 heures par jour, qu'il soit agréable. Nous remarquons aujourd'hui la tendance de l'art déco. Un mur en bleu, un mur en jaune, un mur en vert, ça ravive l'essence. Un tableau par-ci, une plante par-là, des petites fleurs sur des bureaux, on personnalise.
Il y a même des entreprises qui ont mis tout le paquet. Il y a même des entreprises qui ont des terrains de basket ou de foot et les gens peuvent descendre déstressés un peu. Pourquoi? Parce qu'ils managent par des objectifs et non pas par pointage. Donc, ils donnent une mission à un salarié avec un deadline, un délai de réalisation. Le salarié peut venir à telle ou telle heure, il peut quitter aussi tardivement la nuit. Vous remarquez certainement, il y a beaucoup de bureaux les week-ends ou le soir quand vous passez. Vous voyez beaucoup de bureaux encore allumés. C'est des gens qui managent par des objectifs. On te confie un objectif et à toi de le gérer comme bon te semble. Tu peux emmener avec toi le travail à la maison, pointer le week-end ou le soir ou venir à l'heure ou pas. Mais le fait de pointer à 8 heures par jour n'est pas vraiment obligatoire parce qu'on te donne 2 mois de réalisation et d'ici 2 mois, tu déploies tous tes efforts selon ton timing, selon ta gestion de temps à toi. Mais en tout cas, tu évolues dans un cadre qui te fait confiance, qui met tout en œuvre pour que tu sois bien dans ta peau. Cette confiance se base aussi sur cet intérêt de la direction par rapport à ses salariés. Nous remarquons beaucoup d'entreprises, il y a des fauteuils, on peut se reposer un peu, il y a une petite kitchenette au lieu de sortir. Donc, on a la petite kitchenette où il y a l'espace où on peut manger carrément au sein de l'entreprise avec un service traiteur. La facilitation du cadre, il a tout ce salarié, tout ce dont il a besoin. On réfléchit à ses besoins, on réfléchit à quoi il a besoin. Lorsque nous sommes dans un espace où il y a de l'industrie, il y a des machines, du bruit, des odeurs, on a besoin d'aération, on a besoin de lumière, on a besoin d'avoir enfin, les vestiaires ou les toilettes. On a des petits besoins. Si on ne les a pas, je dois sortir, je dois perdre de temps, problèmes, démotivation. Lorsqu'il y a des entreprises qui sont ultra loin, très très loin de la ville, dans les périphériques, à caractère aussi industriel, et je sais pertinemment que mes salariés n'ont pas de voiture et que le tramway ou le bus n'arrive pas, donc je réfléchis à des moyens de transport. C'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher et qui vont permettre aux salariés d'être mentalement en sécurité mentale déjà parce qu'il se dit je suis pris en charge par ma direction. Mon manager pense à moi, donc je ne dois pas le décevoir. Il pense à tous mes besoins, je ne dois pas le décevoir. Et donc, ce système, en fait, de réflexion, là, c'est juste un petit exemple que je vous donne par rapport à l'équipement, à l'aménagement interne. Ne le négligez pas. Je passe aux principes fondamentaux de l'organisation. Alors, les bases du comportement humain, tout notre cours management S1 et S2, nous avons, et pendant tout le cours, nous avons essayé, vous et moi, chers étudiants, de mettre l'accent sur l'importance chez chaque manager de voir ce côté psychologue, ce côté motivateur, ce côté booster, ce côté leitmotiv. Tu es un coach en fait. Oui, je le dis et je l'assume, tu es un coach. Et je pense directement au foot. C'est qui joue en fait au terrain? C'est les joueurs, ce sont les joueurs ou le coach. C'est bien évidemment les joueurs qui ont le savoir-faire et la compétence pour. Mais qui est la tête pensante? Qui est la tête pensante? Qui donne la stratégie? Qui donne quoi faire et quoi ne pas faire? Qui se place ici, qui se place là? En fait, tout simplement, c'est le coach qui va leur donner cette motivation, cette envie d'avancer, cette envie de croire en eux, cette envie d'arriver aux objectifs, cette envie d'atteindre en fait, la réussite, la victoire. Et donc là, si toi tu délègues des tâches en tant que manager, tu leur confies des tâches, mais en les motivant, en étant derrière eux, tu te concentres sur quoi en fait? Sur leur personnalité, les compétences de chacun. Donc tu te bases sur le comportement humain en fait, côté relationnel. Tu analyses leur personnalité et tu crées le lien avec ces personnalités. Il est exact qu'il y ait des personnalités difficiles. Oui, de toute façon, dans toute société, il y a toujours le plus et le moins. Mais en tout cas, en tant que manager intelligent, tu vas confier les tâches aux personnes qui sont capables d'être à la hauteur et de les mener. Tu ne vas quand même pas donner une responsabilité à quelqu'un d'incompétent ou quelqu'un qui ne pourra pas arriver à l'atteinte des objectifs. En tout cas, tu observes, tu essaies de mesurer la compétence de chacun, le profil de chacun, les défaillances chez chacun, les points forts et les points faibles. Et tu respectes la différence de personnalité parce qu'on ne peut pas rendre les autres comme nous. On ne peut pas leur demander d'être comme nous, ni de les obliger à penser comme nous.
On ne peut pas se calquer, on va dire. On ne peut pas se cloner aussi. Et donc, on essaie de comprendre que cette différence, peut-être, elle va créer un sens, qu'elle va être beaucoup plus dans la complémentarité. Tu me complètes, je te complète. Nous sommes très différents, toi et moi, mais on se complète. Euh, En fait, on essaie de se respecter, de ne pas se faire du mal, que je ne profite pas de toi, que tu ne profites pas de moi, que nous puissions rester dans la clarté, la transparence. Et donc, je suis là, tu es là pour qu'on puisse collaborer, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Même par rapport à notre différence, nous allons essayer de voir quel est ton potentiel, quel est mon potentiel, et le mettre, on va dire, en connivence pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, regardez avec moi. C'est le mot qui s'est répété chaque séance, vous et moi. Atteindre la performance, être efficace et efficient. Et analyser tout ce qui nous entoure en tant que futur manager, puisque nous sommes à la dernière séance, chers étudiants. Analyse PESTEL, analyse WOT, enfin, tout l'analyse micro et macro. Je fais référence aussi au chapitre 2, celui de l'environnement. L'analyse de l'environnement. En tout cas, l'analyse des pressions, le mode organisationnel que subit un individu pour pouvoir mieux le comprendre. Il est vrai que certaines personnes vont peut-être profiter pour pouvoir à chaque fois se mettre dans l'attitude victime. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne pourrai pas. Il faut quand même les écarter des postes de responsabilité, sinon vous allez vous trouver avec une personne à qui vous faites confiance, mais elle n'est pas à la hauteur de cette confiance. Et vous pourriez peut-être donner la chance à des personnes qui ont du potentiel, mais qui ne se valorisent pas, ou qui ne se manifestent pas. Donc à vous, en fait, de faire cette différence au niveau de votre observation pour pouvoir détecter les personnes qui veulent donner, qui veulent s'investir, qui veulent offrir leur potentiel et les récompenser, bien évidemment. Alors, je vous emmène avec moi vers un autre point. L'interaction entre structure et procédure. La structure de l'organisation, comme vous le savez, c'est une sorte de regroupement du personnel. Donc, on se met en tête la hiérarchie, avec un respect de cette hiérarchie. Je tiens des réunions pour pouvoir avoir des relations tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mes subordonnés. Donc, je fais du management à la verticale et du management à l'horizontale. Et donc, lorsque je suis à l'horizontale, je suis dans le management transversal parce qu'il y a de la collaboration, il y a de la confiance, il y a de l'implication. Et quand je suis avec ma hiérarchie, je suis dans le dévouement, j'offre mes services, je me mets à disposition de l'entreprise en termes de savoir-faire, d'expertise et d'expérience, et je remonte l'information quand je suis avec mes subordonnés. Coaching, présence, management de proximité, orientation. En fait, la liste est longue, je sais. Mais ça regroupe tout ce que nous avions étudié, vous et moi, par rapport à toutes les séances précédentes. L'important, c'est qu'on arrive à une performance maintenue, une performance durable, dans le bien-être et le plaisir. La procédure se rapporte à la manière dont sont effectuées, regardez ici ce que j'ai mis, les tâches accomplies par l'organisation. Et la prise de décision, le mode de direction, la communication, la motivation et les manières de résoudre les conflits vont relever de ces procédures. Donc oui, nous avons une culture commune qu'il faut expliquer pour que tout le monde puisse y adhérer, une charte, un type de fonctionnement. Donc en principe, tant que nous sommes dans l'adhésion par rapport à ces normes, tant que nous sommes dans le travail continu, sans complication. Et donc, ici, je pointe le doigt sur le comportement organisationnel. En fait, si vous voulez un secret par rapport au manager que vous serez ultérieurement, mettez l'accent sur le comportement organisationnel parce que vous allez collaborer avec des personnes qui viennent d'horizons différents, avec des passés différents, avec des transformations de jour en jour. Il y a des personnes qui, le matin, ils sont dans un état, l'après-midi dans un autre état, le soir, ils sont dans un autre état, demain, ils changeront d'état. Ils sont dans la mouvance, la transformation continue. Eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre. Vous allez me dire, madame, si eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre, comment je ferai pour les comprendre? Non, vous avez déjà compris qu'ils sont des personnes non stables émotionnellement. C'est déjà une compréhension. Il n'est pas stable émotionnellement, il change d'émotion selon son humeur. Donc c'est une personne
qui risque le jour où elle a envie de travailler, elle travaillera, et le jour où elle refusera, où elle n'a pas l'humeur pour travailler, elle ne travaillera pas. Vous allez lui octroyer un poste de responsabilité. Elle sera beaucoup plus suiveur que leader. Vous ne pourrez pas lui déléguer la tâche de meneur. En tout cas, déjà, situez-vous face à ce comportement organisationnel. Je suis avec qui, ils sont comment pensent-ils, même s'ils ont des défaillances, je les prends avec leurs défaillances. Voilà, cette personne, elle est comme ça, je ne peux pas la changer, j'essaierai de la conseiller, de l'orienter, mais on ne peut pas vraiment changer une personne. On l'amène elle-même à effectuer un changement grâce à des orientations, des explications. Mais ne rêvez pas, on ne peut pas vraiment prendre une personne et la changer automatiquement. Vous n'avez pas une baguette magique entre les mains. La personne elle-même, pour qu'elle puisse changer, ça prend du temps. Le mot changement prend du temps. Il y a d'abord l'envie de changer, il y a l'effort 1, 2, 3, et ça va de suite. Mais on ne peut pas faire un changement radical avec un claquement de doigts. Bon, vous l'avez compris, prendre en considération les différentes personnalités. Deux, c'est les mécanismes relationnels, interpersonnels, et ceux du groupe. Donc, tous les liens que nous entretenons avec la hiérarchie, les subordonnés, et avec nos pairs, les collègues. Les mécanismes organisationnels, donc la culture de l'entreprise, et l'interaction des mécanismes précédents, donc quand on rassemble tous ces éléments et le changement. Donc, je pense que c'est clair. Bien sûr, vous pouvez me laisser des questions dans la partie commentaires sur ma chaîne YouTube, parce que vous allez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. L'interdépendance dans l'exécution de tâches. C'est très important de savoir, je dépends de qui me commande. Je ne peux pas recevoir des ordres de tout le monde. Tout le temps, c'est très important d'être performant, ça on le comprend, et à chaque fois que nous arrivons à un seuil de performance, par la force des choses, d'autres personnes vont lever ce seuil de performance, comme si le seuil de performance n'arrête pas de se lever, parce qu'à chaque fois que nous sommes performants, ce n'est pas assez. Il faudrait encore faire des efforts et déployer des efforts. Parce qu'il y a toujours des personnes qui trouvent quelque chose à critiquer, quelque chose qui ne leur plaît pas, même si eux ne détiennent pas le savoir absolu. Mais il y a toujours quelque chose qui, pourra s'améliorer. Donc l'amélioration continue, vous allez penser au cycle PDCA, pourquoi pas? On va dire de toute façon que nous œuvrons dans ce module à une réflexion pour que vous soyez amenés vous-même dans le cadre de votre futur poste à donner le maximum, à observer ce que font les autres et à les mener à donner aussi leur maximum, tout en travaillant dans le teamwork, dans le respect, la collaboration. Mais aussi, si vous les mettez seuls, ils sont fonctionnels. Donc, seuls ou en équipe, ils sont fonctionnels. L'indépendance ou l'interdépendance, le relationnel agréable dans la fluctuation de résultats, et chaque département est autonome mais contribue de façon réduite à l'organisation. Là, je fais aussi référence au système que nous avons étudié auparavant dans les séances précédentes. Si vous n'avez pas vu les séances précédentes, revenez à ma chaîne YouTube pour jeter un coup d'œil. En tout cas, vous vous rappelez du cercle que je vous avais expliqué et vous êtes au centre et vous allez maintenir des relations au continu avec l'ensemble des collaborateurs. Vous aurez peut-être une autonomie au niveau gestionnel, au niveau de votre service ou département, mais vous serez obligé d'interagir avec l'ensemble des collaborateurs. Et cette interdépendance, parce que je dépends de toi et tu dépends de moi et nous dépendons tous ensemble de l'ensemble. Quand je vous l'avais déjà expliqué, quand je suis marketeur et j'ai envie d'innover, c'est le printemps, il fait beau, on lance un nouveau produit. Allez, phase post-Covid, on va lancer un nouveau produit. Très bien. Mais je suis dépendant quand même du budget que va me limiter le directeur financier. Je suis aussi dépendant de la RH. Est-ce qu'ils vont me recruter du monde pour travailler avec moi? Je dépends aussi de tel ou tel. Je dépends peut-être du service commercial. Est-ce qu'il a fait de la prospection? Est-ce qu'il a délimité la clientèle? En tout cas, nous sommes dans l'interaction et nous réagissons dans une symbiose, mais en même temps dans l'enrichissement permanent, et on va gérer les processus dans une suite logique. Et cette interdépendance qui est réciproque est la plus complexe des trois. C'est en fait une sorte d'effort que nous maintenons, que nous essayons de maintenir, parce que quelquefois les relations humaines sont très compliquées. L'être humain en lui-même est très compliqué. Il peut être collaboratif, souriant, agréable aujourd'hui. Demain, il a un problème personnel qui va affecter
son humeur, et donc son moral ne va pas être vraiment au top comme hier. Donc il risque enfin, de ne pas être agréable. Il risque de ne pas partager l'information. Il risque de ne pas vraiment être dans la réponse tout le temps. Et donc, on va essayer de réfléchir aussi à la patience, à la tolérance, à la compréhension de l'autre, à l'empathie. Je vais enlever ça. Voilà. Nous sommes alors dans un système mécaniste qui fait appel à des règles et à des réglementations qui sont formelles, avec une centralisation de prise de décision. Donc, où est-ce qu'on retrouve ce type de stratégie dans les administrations souvent publiques? Et nous avons le système organique qui est, on va dire, utilisé la plupart du temps dans les entreprises semi-publiques ou privées et qui utilisent peu les règles et les réglementations formelles. C'est beaucoup plus, on va dire, dans le management et ce que nous avons expliqué. Donc ici, je passe directement rapidement au système de contrôle qui doit être l'aboutissement de notre module puisque nous avons parlé de tous les process qu'il faudrait déployer, toutes les démarches qu'il faudrait mettre en œuvre, toutes les stratégies qu'il faut mettre en œuvre, les personnalités, les rôles du dirigeant. En fait, nous arrivons à la finalité qui est le pilotage, le contrôle, la vérification. Il faut que tu te checkes vers la fin pour voir vraiment si tout va bien ou pas. Et donc, lorsqu'on parle de cet aspect, c'est le système de contrôle qui permet de s'assurer si les résultats correspondent à ce que vous avez dessiné au démarrage. Les personnes à qui vous avez confié telle ou telle tâche, grâce à des tableaux de bord, des indicateurs de mesure de la performance que vous allez bien sûr déterminer en fonction de la tâche et de la mission. La vérification, de son côté, elle vient comme un complément au contrôle car elle consiste à analyser si l'organisation fait les bons choix. Il y a des personnes qui font 2 bilans par an, un bilan en mars et un bilan en décembre. Il y a des personnes aussi dans plusieurs entreprises qui font des réunions chaque matin. Quand tu rentres au travail, tu fais une réunion de 15 minutes chaque matin. Pourquoi? Pour briefer les salariés, pour leur dire voilà, ta tâche c'est ceci, toi ta tâche c'est cela, toi ta tâche c'est cela. Donc on brief, on montre, on oriente aux salariés ce qu'ils doivent faire tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, on se rencontre 15-20 minutes, une trentaine de minutes pour voir qui a fait quoi. Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé? Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Et on réajuste pour le lendemain. Si j'ai un staff quand même énorme, c'est assez difficile de le faire avec tout le monde. Il y a des personnes qui le font une fois par semaine, à la fin de la semaine, pour faire la vérification, alors qu'ils ont briefé au début de la semaine. Ils ont fait le briefing au début de la semaine, lundi, et ils font le débriefing chaque vendredi. En tout cas, la fréquence selon la taille de l'entreprise, selon l'effectif, selon la disponibilité de ce manager. Mais en tout cas, ne laissez pas vos salariés libres dans leur action. Et ne croyez pas les personnes qui vous disent « fais-moi confiance ». Moi, oui, d'accord, je te fais confiance de principe, mais je dois voir ton comportement qui va me montrer est-ce que je peux te faire confiance ou pas. En tout cas, on peut se tromper sur le compte de plusieurs personnes. Bien sûr, la vie nous apprend et cet apprentissage, ça nous permet quand même d'être dans notre expérience. Et vous ne pouvez pas aussi tout le temps avoir que les bons choix. Vous pouvez vous tromper par rapport à vos choix. Nous restons des êtres humains, ça je le sais. Qui ne fait pas d'erreurs? Moi aussi, je fais plein d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais on essaie encore d'avancer et d'écarter certaines personnes, d'écarter certaines situations, d'écarter certaines stratégies, d'écarter certains choix qui n'ont pas été les bons pour pouvoir justement avancer. Et le concept de contrôle qui permet justement de réajuster est souvent relié à la comptabilité, mais il n'est pas unique bien sûr à cette fonction. Donc, chers étudiants, le contrôle de la performance du plan lui-même. L'étape initiale du plan, elle consiste à formuler des objectifs et des cibles, comme j'ai mis ici, qui vont découler des objectifs fondamentaux. Bien sûr, vous êtes obligé de vous réunir pour pouvoir discuter de cet aspect. Et l'étape contrôle, elle consiste à voir si les objectifs et les cibles se réalisent tels que c'est défini au plan. Et lorsque nous parlons de contrôle du rendement des opérations, c'est vouloir s'assurer en fait que les opérations d'une entreprise sont rentables. Donc, est-ce que ce budget, je suis désolée, hop, donc est-ce que le budget est un moyen de contrôle commercial? Et là, bien sûr,
Ce n'est pas une personne qui va prendre en charge, ce n'est pas uniquement toi en tant que manager qui va prendre en charge cet aspect-là, mais certainement vous allez vous réunir en tant que chef de département avec la direction générale et le service financier pour pouvoir donner des chiffres qui vont être vos indicateurs de mesure. Et le contrôle stratégique ou la vérification, ça va être par rapport à des avis bien clairs. Regardez avec moi, le contrôle de la performance et du rendement, même si au niveau humain, c'est très difficile d'évaluer une personne. La plupart des personnes qui font des efforts, qui pointent chaque jour 8 heures par jour au travail et qui demandent tout le temps des augmentations de salaire à la fin de l'année, pensent qu'on les évalue en fonction du nombre d'heures passées au travail. Alors que non, il y a des indicateurs de mesure de leur performance qui sont dessinés par la hiérarchie. Et donc ici, ce contrôle-là, justement, à partir de ces variables, à partir de ces indicateurs de mesure de leur performance, parce que la performance humaine, elle est très difficilement située, sauf si nous avons des variables et des indicateurs. Donc, on va essayer de surveiller si les choses se déroulent correctement et que nous sommes en train d'aller vers la réalisation de nos objectifs. Et le contrôle stratégique, lui, va consister à vérifier si l'organisation elle a fait les bons choix au niveau des finalités que nous traçons vers la fin, donc le plan des objectifs. Voilà. Et si nous allons schématiser 4 principes de la vérification, déjà, il faudrait que ce soit périodique, selon le besoin. Ne lésinez pas sur cet aspect-là. Tant que vous ne vérifiez pas, donc vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Ça me rappelle les managers qui laissent jusqu'à la fin d'année. Je te fais confiance. Oh, à toi aussi, je te fais confiance. Toi aussi, je te fais confiance. Ils font confiance à tout le monde et ils se retrouvent à la fin d'année avec une non-atteinte des objectifs, avec un taux de performance lamentable et avec une déception, un choc extraordinaire. Ben, c'est trop tard d'être choqué en fait. C'est trop tard, il fallait peut-être réagir avant. Donc, que ce soit vraiment quelque chose de complete, optimal, total, qui couvre l'ensemble des opérations, que ce soit aussi systématique et qui fait référence et qui est étroitement relié avec la stratégie et le plan d'action que nous avons déjà auparavant expliqué. En fait, vous avez remarqué, je passe vite parce que j'ai déjà expliqué l'ensemble de ces notions dans les vidéos précédentes. Donc, je ne veux pas vous faire de la redondance ni de la répétition. Et faite par une personne ou un organisme indépendant pour qu'on puisse avoir de la transparence et de la réelle visibilité par rapport à ce que nous vivons en interne. Ici, lorsque j'ai parlé à plusieurs reprises du leader, je l'ai associé au manager. Je vous ai même fait une séance dans laquelle il y a une différenciation entre profil leader et profil manager. J'ai reçu un commentaire qui m'a posé la question dessus et je vous ai donné carrément un tableau de différenciation avec le profil de leader en plusieurs slides. Et je les ai expliqués, et le profil de manager. C'est une prière de revenir aux séances précédentes que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Alors, lorsqu'on parle de ce leader, oui, très important, c'est un pionnier dans l'organisation. Parce qu'il n'est pas nommé manager, il a ce leadership en lui, cet esprit d'initiative en lui, cette force interne, ce charisme. Et ce charisme, on le suit, ce charisme qu'il a, on le suit sans qu'il puisse nous demander. En fait, on le respecte sans qu'il demande de le respecter. Il nous éclaire. Et cette façon de nous parler, cette façon de nous expliquer, cette façon de nous mener vers la lumière, c'est ce qui fait de lui un leader, parce qu'il a une visibilité lointaine, claire et nette. Il n'a pas de dilemme, il voit les choses de façon très claire. Il a la clairvoyance déjà, et il a le don de nous mener instinctivement vers lui. Le leadership, c'est ce pouvoir. Vous vous rappelez lorsque j'avais expliqué, en fait, dans le cours, je vous ai fait référence aux influenceurs. J'espère que vous vous souvenez de cet exemple. Donc, c'est le pouvoir d'exercer une influence. Vous allez le suivre automatiquement et vous allez le croire parce qu'il est fiable et crédible. Et lorsqu'il dit quelque chose, il tient sa parole et ce qu'il dit est vrai. Et donc, pour atteindre un objectif spécifique, dans une situation donnée. Exercer son leadership, c'est avoir de l'influence sur quelqu'un. Est-ce que vous êtes leader? Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous arrivez à influencer les autres automatiquement? Est-ce que lorsque vous parlez, vous êtes meneur? Est-ce que lorsque vous parlez, on vous croit, on vous respecte?
Ou est-ce que vous devez faire de la négociation, vous devez énormément argumenter? Est-ce que c'est très autoritaire dans votre relationnel? Comment vous voyez en fait en tant que manager? J'aimerais bien que cette séance finale, vous puissiez m'écrire des commentaires dans lesquels vous me dites, avec ce cours, quel manager es-tu et quel manager serais-tu dans le futur? Est-ce que tu as des objectifs futurs? Ou au moins avec ce cours, tu as pu connaître tes points forts et peut-être tu connais aujourd'hui aussi des points que tu n'as pas, qui seront ultérieurement des points d'amélioration, des pistes d'amélioration. Donc exercer son leadership, c'est de l'influence et le leader est à la fois celui qui commande et indique la voie. Quatre composantes principales de la personnalité du leader. Narcissisme, oui, parce qu'il doit se donner de la valeur. La possession, parce qu'il croit qu'il doit vous protéger. Il a comme en analyse transactionnelle, ce caractère parent. Vous connaissez l'analyse transactionnelle, c'est le PAE. Donc, le parent, l'adulte et l'enfant. Lui, il est toujours dans la protection. Il va venir tout le temps, le leader, te donner des conseils, te dire non, mais ce n'est pas comme ça, tu sais, il faudrait peut-être suivre cette démarche. Tu ne lui demandes pas, en fait, de te partager une idée, mais il se sent lui-même, naturellement, obligé de t'orienter. La séduction, il est séducteur et il est sage. Donc, leur combinaison définira le style de leader. Est-ce que vous êtes leader? Est-ce que vous êtes cher étudiant leader? Si oui, laissez-moi un message. Cette capacité à exercer un leadership, bien sûr, vous me dites si oui ou non. Donc, s'acquiert au fil du temps, à travers la multiplication d'expériences que vous allez avoir dans la vie. Et le leadership peut être positif ou négatif, parce qu'on peut avoir un leader positif comme un leader négatif, qui va nous mener uniquement vers... Il a l'art de l'influence, mais il va nous mener uniquement vers les choix négatifs. Donc, on peut être un leader qui va donner de la motivation, de l'élan, comme les coachs sportifs. Comme ça peut produire l'effet contraire si nous avons une personne qui a beaucoup plus de système rentre dedans, qui ne ménage pas l'autre, qui est trop clair, qui va directement dire les choses comme elles sont. Donc ce n'est pas maladroit de sa part, mais c'est son style de parole. Il est vrai qu'il a une forte personnalité, mais il ne ménage pas l'autre en fait. Donc, il faut d'abord, chers étudiants, à la fin de ce cours, puisque nous sommes à la fin, reconnaître votre propre style de management et votre propre style de leadership. Et essayer d'influencer positivement toute personne qui est à côté de vous. Exercez-vous au fil du temps. Guidez l'équipe vers la réussite et surtout prendre des décisions. Ici, vous pouvez faire une petite recherche sur la grille de Black and Mouton qui va définir les styles du comportement du leader. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous pour le semestre 1 et le semestre 2. Je suis honorée d'avoir été votre professeur. Je suis aussi honorée par rapport à votre confiance. Vous m'avez laissé plusieurs commentaires par rapport à plusieurs séances. Je vous remercie toutes et tous pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Je vous espère réussite, je vous espère aussi victoire au niveau managérial, au niveau de challenge. Déterminez qui vous êtes, réfléchissez autour de votre future carrière, ayez un projet professionnel et je serai et je resterai à votre disposition pour tout complément d'information. Voilà. Avec vous, c'était votre professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. À très très bientôt.